Bonjour et bienvenue dans le grand JT des faits divers sur CNews à 13h30 tous les jours. Notre premier débat aujourd'hui est consacré aux violences après les manifestations des Gilets jaunes samedi à Paris et en région. Nous aurons 4 thèmes dans cette émission de faits divers. Les agressions des journalistes, le travail des forces de l'ordre, le profil des personnes interpellées et bien sûr ce que risquent ces personnes interpellées. Avec nous également Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Denis Jacob, comment protéger les journalistes qui deviennent de nouvelles cibles? On fait un peu comme tout le monde, comme n'importe quel concitoyen. Quand on voit un journaliste qui est agressé, on lui porte secours, bien évidemment. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que malheureusement, sur cette manifestation des Gilets jaunes à Paris, mais comme les violences urbaines qu'on a pu avoir dans des cités ou lors des manifestations contre la loi travail, on remarque que de plus en plus les journalistes sont pris à partie parce qu'ils sont considérés par une certaine partie de la population comme, on va dire, la courroie de transmission de l'information du pouvoir en place, quel que soit le pouvoir. Jacob, est-ce que certains de vos collègues ont par exemple des consignes de porter davantage attention aux journalistes, de les repérer ou de leur dire attention, ce périmètre-là va être dangereux, mettez-vous plutôt là Alors, en règle générale, il y a une attention particulière, quel que soit d'ailleurs le maintien de l'ordre et l'objet du maintien de l'ordre. Souvent, les journalistes sont à proximité des forces de sécurité, souvent derrière elles, et vont au-devant de la scène de manifestation quand ils ont besoin de filmer, d'interviewer, de prendre des photos. Oui, je voudrais répondre très précisément, parce que je n'ai pas complètement répondu à votre question. Il n'y a pas de consigne précise aux forces de l'ordre de protéger des journalistes, parce que les forces de l'ordre sont sur un théâtre de manifestation pour assurer le maintien de l'ordre. Mais par contre, les journalistes ont un rapprochement naturel, spontané vers les forces de sécurité pour se mettre en protection si jamais il y avait un souci. Denis Jacob, vous me lancez sur mon deuxième thème qui tourne justement autour du travail des forces de l'ordre de votre collègue samedi. Ma première question, elle est directe. Est-ce que vous étiez assez nombreux? Alors, on était assez nombreux, sauf que c'est difficile d'assurer un maintien de l'ordre quand il n'est pas prédéfini en amont, quand la manifestation n'est pas déclarée, qu'on ne sait pas si ça va être une manifestation mobile, statique, et là, qui plus est, mardi, avec des petits groupes un peu partout disséminés sur la capitale, mais notamment sur les Champs-Élysées. Je voudrais quand même préciser que le travail est complètement particulier sur cette manifestation-là, mais d'une manière générale, mes collègues sont très investis depuis maintenant de nombreux mois, et malheureusement, depuis les attentats de 2015, et je voudrais quand même signaler que le 11 novembre, le 17 novembre, le 24 novembre et le 1er décembre à venir, de nombreux policiers sont rappelés sur leur temps de repos. Ils accumulent de plus en plus d'heures supplémentaires et aucune compensation concrète aujourd'hui ne leur est accordée. Donc il faut être aussi attentif à la situation de fatigue de mes collègues et c'est un appel que je lance bien évidemment à notre ministre de l'Intérieur. Samedi, est-ce que les consignes étaient de privilégier la protection de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, peut-être au détriment des Champs-Élysées? Alors, il y avait plusieurs points de surveillance, effectivement, qui étaient prédéfinis. Il y avait, on s'attendait à ce qu'ils viennent aussi place de la Concorde, place de la Madeleine. L'Assemblée nationale, l'Élysée, le ministère de l'Intérieur. On parlait de Bastille, on a parlé de la place de la République. Bref, il y avait plein de points à surveiller. Les Champs-Élysées ne semblaient pas être prédéfinis. Peut-être qu'ils n'ont pas été pris suffisamment au sérieux par les autorités quant à avoir un dispositif conséquent sur les Champs-Élysées, puisque le dispositif conséquent était au Champ de Mars, alors qu'on savait aussi que les Gilets jaunes avaient clairement dit qu'ils ne viendraient pas sur les Champs de Mars. Le seul point que moi je pourrais relever en tant que syndicaliste, mais surtout en tant que policier, c'est que peut-être que les autorités n'ont pas suffisamment pris la mesure de ce qu'allait provoquer un rassemblement sur les Champs-Élysées et n'a pas anticipé ces problèmes-là, notamment en sollicitant les sociétés qui avaient déployé des chantiers et en essayant d'enlever tout ce qui pouvait être des armes par destination, comme on l'a pu vivre samedi avec des pavés arrachés, des barrières jetées. Enfin, tout ça n'aurait pas dû rester en place quand on savait pertinemment que depuis plusieurs jours, ils appelaient les Gilets jaunes à un rassemblement. Et pourquoi c'est resté en place alors ? Ah ben ça, moi je ne sais pas, je crois que c'est au ministre de l'Intérieur d'y répondre, à la préfecture de police. Moi je représente mes collègues, nous on s'interroge juste de savoir pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour retirer tout ça. Jacob, est-ce que vous étiez bien coordonnés samedi? Est-ce que les forces de police avaient une hiérarchie qui a suffisamment, je dirais, pris en compte ce qui allait se passer? Est-ce que le dispositif était adapté? Le dispositif était en nombre suffisant, mais comme
comme je disais tout à l'heure, mes collègues accumulent les heures de travail, et donc le nombre d'effectifs n'est pas extensible non plus. Donc entre mettre 3000 policiers sur un endroit bien défini et répartir ces 3000 policiers sur l'ensemble des points susceptibles d'avoir des gilets jaunes, le rapport n'est pas le même. Donc on a privilégié des points de sauvegarde et de protection que sont les lieux institutionnels. Voilà, il ne m'appartient pas de dire c'est bien, c'est pas bien, sauf qu'à un moment donné, effectivement, on n'a peut-être pas ce qu'il faut sur le moment de départ sur les Champs-Élysées comme on aurait dû l'avoir. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est aux autorités d'expliquer tout cela. Mais je voudrais revenir surtout sur ce que Georges Fenech a dit. Effectivement, il y a une colère, et mon secrétaire général confédéral, Laurent Berger, a fait des propositions très concrètes. Que ne l'a-t-on écouté? C'était une perche tendue d'un syndicat très important qui proposait de se mettre autour d'une table. Et je pense qu'il n'y a pas eu de réponse. Même si ce genre de réunion peut paraître toujours un peu pompeux, mais ça a fait ses preuves et ça a montré des résultats. Donc pourquoi on ne le fait pas dans ce cas-là précis? Désamorçons ça. Je voudrais dire très rapidement, parce que c'est important, mais vous parlez de climat insurrectionnel. Je voudrais quand même attirer votre attention qu'aujourd'hui, les policiers en colère relancent le mouvement de 2016, mais cette fois en revêtant des gilets jaunes pris de dos, à sigler police. Donc ça veut dire que dans nos rangs, il y a une colère qui est toujours latente et que pour le pouvoir d'achat, on est aussi concerné et aussi impacté. Je vous entends parfaitement, Denis Jacob. Je vous ramène sur le terrain des faits divers. C'est notre émission. Voilà, ce sont les faits divers, hein, donc je vous ramène sur ce terrain-là. J'ai l'impression, à vous entendre quand même, que vous ne pouviez pas empêcher les débordements. Moi c'est ce qui me frappe. On a l'impression, même dans votre discours, d'une certaine fatalité par rapport à ça. On avait des points de blocage, de surveillance, et il y a d'autres, on ne pouvait pas être partout. Mais oui, c'est pour l'opinion. Je ne vais pas le nier. Moi, en tant que citoyen, j'ai du mal à entendre ça. Si vous voulez, le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Ça, dans aucune société, dans aucun pays, le risque zéro n'existe. Ce qu'il faut dire par rapport à cela, c'est qu'on avait des informations en amont. Ça, on le savait, personne ne peut le nier, les autorités ne le nient pas d'ailleurs. On savait que de toute façon, la manifestation des Gilets jaunes à Paris allait fédérer, si on peut parler comme ça, des groupuscules qui ne sont pas des gens partie prenante des Gilets jaunes, qui seraient présents uniquement pour casser. On va y revenir. On va y revenir à ça dans la deuxième partie. Donc ça, cette donnée-là, sujet majeur. Cette donnée-là, on ne la maîtrise pas. On sait potentiellement combien ils peuvent être parce qu'ils sont un peu déterminés, mais on ne sait pas le jour J combien ils vont être, d'où ils viennent et ce qu'ils vont faire. On a fait de police se félicitait du bilan humain modéré. Est-ce que dans ces cas-là, vos collègues ont des consignes de ne pas répliquer, de ne pas faire trop usage de la force? Est-ce que on s'est dit au niveau du pouvoir politique, et donc est-ce qu'on vous a passé la consigne de faire très attention à la manière dont vous alliez répliquer? Non, ce n'est pas de la consigne, parce que les professionnels qui interviennent sur le théâtre des maintiens de l'ordre, ce sont des policiers qui sont formés au maintien de l'ordre, quelle que soit la situation. Ils ont une hiérarchie. Il faut savoir que les CRS ne chargent pas sur initiative. Hein. Si on leur demande de charger, c'est qu'ils ont reçu un ordre d'une autorité supérieure, donc on n'intervient pas comme ça. Mais de toute façon, dans le rapport aux gens, on est très prudent avec tout ce qui se passe. Et puis, vous savez, tout est filmé aujourd'hui. Donc, on doit faire preuve de fermeté, mais éviter, autant que faire se peut, d'avoir des dommages collatéraux avec des blessés, voire pire, avec des morts. Bien entendu. Georges Fenech. C'est pas notre travail. On reprend notre débat sur les violences après la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris. Denis Jacob est resté avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Philippe-Henri Honegger également, avocat pénaliste du cabinet Ruben et Associés. Et puis Georges Fenech, ancien magistrat, consultant CNews. Denis Jacob, je me tourne vers vous. Le bilan, c'est 31 personnes blessées, 24 parmi les manifestants, 7 parmi vos collègues des forces de l'ordre qui ont été pris pour cible. Oui, tout à fait. Alors c'est toujours dramatique d'avoir autant de, je le disais tout à l'heure, de dommages collatéraux. Même si mes collègues sont aguerris au maintien de l'ordre, on n'est malheureusement pas à l'abri d'un mauvais coup.
Des jets de pavés, c'est quand même pas rien. Donc quand vous le recevez en pleine figure, il se passe ce qui se passe avec notre collègue qui est actuellement à l'hôpital et qui risque de perdre son œil. Donc c'est dramatique. Et une fois de plus, la non-organisation d'un rassemblement prédéfini fait que le maintien de l'ordre reste particulièrement difficile. Alors là, Denis Jacob. Oui, je pense qu'il faut faire très attention parce que j'entends beaucoup de choses là. Alors sur le périmètre judiciaire, c'est pas de mon ressort, donc je me garderai de tout commentaire. Mais il ne faut pas faire d'amalgame entre les gilets jaunes au niveau national et ceux qui ont occasionné des violences et des dégâts sur Paris, parce que je pense très sincèrement que ce ne sont pas les mêmes. Donc la justice doit s'appliquer de la manière la plus juste et elle doit sanctionner ce qui doit être sanctionné, surtout quand on a des tentatives de... Tout à fait. Voilà, de tuer des forces de l'ordre ou des citoyens qui passent à côté. Il peut y avoir aucune tolérance. Des actes insupportables qu'on condamne, bien évidemment. Aucune tolérance. Après, sur l'histoire des consignes, ça, c'est une fois de plus aux autorités de répondre. Est-ce que les consignes n'ont pas été suffisamment claires pour les forces de l'ordre sur le terrain à un moment ou à un autre sur les Champs-Élysées? Que disent vos collègues qui étaient sur place? C'est ce qu'ils disent, en tous les cas. C'est que, pour ça qu'on vous pose la question. Manque de clarté, de consignes. Ça n'a pas été si clair que cela. En tous les cas, on n'a peut-être pas, je me répète, suffisamment anticipé ce qui allait se produire sur les Champs-Élysées. Est-ce que certains de vos collègues samedi ont eu peur? Écoutez, on est des hommes et des femmes comme tout le monde, alors qu'on ait des craintes, bien évidemment, mais on est aussi policiers, on est des professionnels. On ne peut pas dire qu'on n'agit pas avec sang-froid et professionnalisme. Je pense que ce qui s'est passé samedi, même s'il y a eu beaucoup de blessés, je pense que mes collègues ont travaillé de manière professionnelle et qu'on n'a pas eu de drame. Il y en a eu malheureusement, je dirais, sans être péjoratif, des dommages collatéraux qu'on a connus en Savoie, où cette dame s'est fait tuer par un automobiliste. Malheureusement, dans ce genre d'événements, il se produit des drames. Mais les policiers ont fait de manière remarquable, comme d'habitude, leur travail, et on a évité au mieux le pire. Est-ce que vos collègues savaient que des militants d'ultra-droite et d'ultra-gauche, comme nous le révélait Sandra Buisson, seraient présents samedi sur les Champs-Élysées notamment? Vous savez, quand on est sur des services comme ça, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des casseurs de présents et quelle que soit la mouvance. On le savait par les renseignements territoriaux, on le savait quelques jours à l'avance, et je disais déjà tout à l'heure, que nous aurions de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche, mais également quelques casseurs venus des quartiers sensibles, puisqu'il y en a qui ont été identifiés, et puis monsieur et madame tout le monde, parce que, comme le disait votre confrère tout à l'heure, sur la plus d'une centaine de gardes à vue, la grande majorité ne sont ni connus des services de police, ni connus des services de renseignement. Ils viennent parfois, pour beaucoup, les interpeller samedi de province. Oui, mais il y a eu un effet de mimétisme. Exactement. Alors ça, c'est l'effet d'entraînement que vos collègues connaissent lors de manifestations. C'est-à-dire qu'il y a un meneur, un catalyseur, et après, vous avez des suiveurs. Plusieurs meneurs dans ce genre de violence, et puis après, vous avez l'effet de groupe qui fait que derrière, on suit, quoi. Et les plus, je vais dire, les plus radicaux, les plus en colère, les plus durs, ils ont suivi le mouvement, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Denis Jacob, les forces de l'ordre ont utilisé 5000 grenades lacrymogènes. Ce sont les propos du préfet de police, plus d'une par minute. Est-ce que c'est inhabituel? Alors écoutez, moi je n'ai pas le chiffre. C'est le chiffre du préfet de police de Paris. Le préfet, je n'ai pas lieu de mettre en doute ce qu'il dit. Moi non plus. C'est quand même très très inhabituel, effectivement, d'avoir autant de moyens utilisés sur ce type de mobilisation. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est une mobilisation qui est aussi hors norme. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, ce rythme de grenades lacrymogènes? Que vos collègues ont été débordés, ou que la violence de certains militants, peut-être d'ultra-droite, des casseurs qui étaient là pour s'en prendre à eux, était très inquiétante? Je pense que le niveau de violence était tel qu'on n'avait pas d'autre choix, de toute façon, que de repousser ces hordes de casseurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je rappelle quand même qu'on les voit très clairement arracher des pavés. Avec du matériel. Avec du matériel. C'est quand même aussi assez inhabituel, même si sur d'autres manifestations, on a malheureusement l'habitude d'avoir des affrontements, d'être canardés notamment de cocktails Molotov. Bon, ils n'ont pas hésité à incendier, à casser et à attaquer les policiers. Donc plutôt que d'avoir un affrontement physique
ce qu'on essaye toujours d'éviter, bien évidemment, et d'avoir plus de blessés qu'on en a eu, eh bien, c'est de disperser les manifestants avec le maximum de moyens que l'on a, et en l'occurrence, les grenades lacrymogènes. Philippe-Henri Honegger, on l'a vu avec Sandra Buisson. Oui, enfin, oui et non. Excusez-moi, c'est un peu une réponse de Normand, mais des groupes constitués, vous dites peut-être pas. Moi, je voudrais quand même prendre un exemple très concret où on a un site officiel Twitter Gilets jaunes, où on n'a pas hésité un seul instant à faire un montage vidéo montrant soi-disant des CRS tabassant une personne handicapée, notamment, et qui plus est un élu du Parti socialiste, pour montrer que c'est une personnalité quand même qui était connue localement. Et puis, il s'avère que cette personnalité a complètement démenti et qu'au contraire, les CRS étaient venus à son secours. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'hétérogénéité, voilà, qui fait que on a un peu de tout et de n'importe quoi, avec dedans certainement des groupes constitués qui convient d'arriver à déterminer. Est-ce qu'ils étaient sur les Champs-Élysées à ce jour? Je n'ai pas l'information, mais à mon avis, il y en avait certains qui étaient présents. Je voudrais... Denis Jacob, j'ai une dernière question aux policiers que vous êtes. Est-ce que vous craignez les prochains rassemblements? Oui, forcément qu'on craint les prochains rassemblements. Je vous le disais déjà tout à l'heure, mes collègues eux-mêmes se sentent concernés par ce mouvement des Gilets jaunes. Qui ne pourrait pas se sentir concerné? On est tous touchés par les problèmes de pouvoir d'achat, de hausse... Y compris la police. C'est ce que je suis en train de dire, y compris les policiers. Et donc, je réitère ce que je disais tout à l'heure et je conforte l'appel qui a été lancé par Laurent Berger. C'est que le gouvernement doit désamorcer tout cela en réunissant tout le monde afin de trouver des solutions, et des solutions, la CFDT en a proposé. Merci Denis Jacob d'être venu nous voir, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.